Bonjour à vous voyageurs. Aujourd'hui, plutôt qu'ouvrir des livres, je vais ouvrir la porte vers vos voix, vos expériences, vos vécus. Vous avez été très nombreux à me livrer une partie de vos expériences afin d'enrichir mes observations du réel. Cet épisode est donc le vôtre. Je vous présente les témoignages les plus incroyables dont vous m'avez fait part. OVNI, prémonition, dialogue avec les fantômes, tout cela et bien plus grâce à vous. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez aussi que nous sommes en direct tous les mercredis soirs à 21h pour le Mystérie Café. Et si vous décidez de devenir membre, cela vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Avant de commencer ces récits, un disclaimer. La plupart m'ont été envoyés en privé, je nommerai donc pas les personnes concernées. Certains ont été laissés en commentaire de mes vidéos. Alors si vous en reconnaissez l'auteur, ne les nommez pas directement en dessous. Chacun a droit à son intimité sans être systématiquement rappelé à ce qu'il a dit à l'occasion de telle ou telle discussion. J'ai lissé quelques détails, j'ai remis l'ensemble en contexte. J'espère avoir été la plus fidèle possible à ce que vous m'avez confié. Allez, on y va. Ce tout premier témoignage raconte l'histoire d'une abonnée et de sa fille qui ont une perception des sens particulièrement développée, quelque chose en fait d'assez intime parce que c'est un fil familier dans sa famille. En fait, toutes les deux, elles ont une perception intuitive qui ne ressemble pas juste à des visions ou à des scènes de films, c'est autre chose. C'est une sensibilité qui se transmet de mère en fille. Et en fait, il s'avère qu'elles ont ressenti quelque chose, qu'elles ont été appelées par ce qui semble être des entités qui avaient besoin d'elles. Alors en fait, pour elles, la perception, c'est un sens comme pour nous, par exemple l'odorat ou le toucher. Et la première des deux à avoir perçu quelque chose, c'est donc la fille de la personne qui m'a rapporté son témoignage. Et elle a perçu une enfant, une sorte d'impression qu'on ressent sans vraiment savoir d'où elle vienne. Et puis après cet enfant, il y a eu une femme qui est arrivée, cette sensation, cette entité qui aurait été liée à l'enfant par une énergie douce et familière. Et très vite, la mère de celle qui a perçu, donc la personne qui me transmet ce témoignage, a compris que ce n'était pas donc une entité isolée, mais qu'en fait elles étaient en présence d'une famille entière qui était quelque part retenue comme un souvenir, une absence, et puis avec non seulement l'enfant, mais aussi plusieurs entités autour d'elle. Il y avait aussi un couple de domestiques avec eux, presque effacés, comme si le temps avait commencé à les délaver. Et ce qu'elles ressentent surtout, c'est de la confusion, comme si chaque membre de cette famille vivait dans son propre fragment de temps, sans percevoir les autres. Un peu comme s'il y avait une sorte de brouillard intérieur qui les maintenait séparées. Alors elles se sont mises toutes les deux pour pouvoir intervenir sur la situation et l'idée n'était pas de chasser quoi que ce soit, ni d'interpréter, mais d'essayer de comprendre. Et c'est là que l'histoire commence réellement. Le jeudi, elles se mettent en état de réception. Elles s'installent ensemble dans cette attention silencieuse qu'on a parfois quand on écoute un souvenir qui revient. Et puis ce qui arrive n'a rien d'une scène complète. C'est une mosaïque en fait, des bribes d'images, des émotions qui remontent à demi, des gestes répétés, comme si les souvenirs cherchaient leur ordre. Elles comprennent alors que cette famille avait perdu la mémoire à cause d'un décès brutal, un drame d'une telle violence que tout s'était dispersé. Les âmes tournaient en boucle, sans repère, cherchant quelque chose qu'elles avaient oublié. Alors, doucement, la mère et la fille reconstruisent. Un lieu ancien, peut-être une grande maison, des vêtements d'une autre époque, une atmosphère lourde, épaisse, et une fin tragique, encore floue, mais qui prend forme. Elles avancent avec patience, un peu comme si elles remettaient en place les pages déchirées d'un livre. Et à un moment, il y a quelque chose qui se passe, la famille réagit.
comme si pour la première fois depuis très longtemps, ils se revoyaient. Comme si les fragments du temps qu'ils occupaient venaient de se rejoindre. Le samedi, elles reprennent contact. Mais cette fois, c'est plus les scènes du drame. Ce sont des souvenirs doux. On sent la famille se rassembler, se retrouver et redevenir ce qu'elle était avant tout ça. Et là, le témoin m'explique bien qu'en fait, c'est un moment de passage, presque imperceptible, mais qui agit en fait comme une respiration et comme un moment de retrouvailles pour ces entités suspendues, avec une sensation d'apaisement, un geste intérieur qui semble dire « vous pouvez y aller ». Les deux situent l'histoire de cette famille entre 1870 et 1910, grâce aux vêtements, aux attitudes, à l'énergie des scènes qui reviennent. C'est un temps un peu ancien, mais encore assez proche de nous. Et le récit qui m'a été transmis s'achève sur une impression forte d'avoir aidé non pas juste un esprit égaré, mais une famille entière à retrouver son fil. Une famille qui cherchait sa mémoire et deux personnes qui lui ont offert assez de lumière pour la rassembler. Et en fait, cette histoire, c'est pas une histoire effrayante, elle a rien de romanesque, elle est juste profondément humaine. Et c'est peut-être là en fait que réside le mystère, dans la manière dont certains souvenirs trouvent encore un chemin pour revenir jusqu'à nous et peut-être réussir à se remettre dans le bon ordre, comme pour passer de l'autre côté. Alors pour ma part, moi j'ai beaucoup de tendresse et de respect pour les personnes, et c'est souvent des femmes, dans le cas des témoignages que je recueille, notamment dans la vraie vie, en dehors de vos témoignages distants, qui dialoguent avec les mondes invisibles, et notamment ceux qui sont liés à l'au-delà. J'en connais plusieurs, comme je vous dis, et elles ont toute une retenue et une douceur assez marquantes. En fait, il faut savoir que dans nos sociétés occidentales, le sujet est tabou, faut pas en parler, c'est impossible. Mais dans d'autres sociétés, il est normal, en fait, de vivre avec les disparus et de dialoguer avec eux. Et il me semble, mais donnez-moi votre avis, que les femmes semblent plus concernées par ces sujets. Et à chaque fois, lorsqu'elles m'en parlent, il y a la même impression de douceur, d'écoute, de générosité, malgré l'aspect qu'on pourrait qualifier de morbide ou dramatique à l'idée de dialoguer avec des personnes décédées. Ce témoignage commence comme beaucoup d'histoires qu'on reçoit un peu tard le soir, avec un ton hésitant qu'on adopte quand on n'est pas certain d'être pris au sérieux. La personne m'écrit un premier message court, presque effacé, un peu en retenue. Et puis les suivants arrivent, plus étoffés, plus chargés, comme s'il avait retenu son souffle pendant trop longtemps. Il m'explique qu'il sort la nuit, souvent, presque tous les jours. Il marche seul dans les champs, téléphone à la main, pour filmer ce qu'il appelle des entités ovnis. Alors, c'est pas des lumières étranges, c'est pas des drones, c'est pas des avions. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Pour lui, ce sont de vraies présences, celles qui ne se contentent pas que de passer, elles observent, elles attendent, elles reviennent. Et ces vidéos arrivent les unes après les autres, toujours un peu floues, comme si l'instant l'avait surpris, toujours filmé trop vite, avec cette respiration qu'on entend quand quelqu'un retient une émotion. Sur ces vidéos, on y voit des points lumineux, mouvants, assez lointains, comme quelque chose qui glisse dans la nuit sans se dévoiler vraiment. Et ce qui me touche quand je regarde ces vidéos, c'est pas vraiment ce qu'on voit, mais ce qu'on entend derrière. C'est sa voix, avec toujours la même phrase qui revient. Regardez, ils sont là. Et puis dans un autre message, il dit carrément, ça recommence. Et un soir, j'entends cette phrase, non mais c'est incroyable, il se cache même plus en fait. Et à travers ces mots, il y a quelque chose qui évolue, un changement lent mais net. Cette impression que la curiosité laisse la place à une sorte d'inquiétude diffuse. Comme si ce qu'il filmait s'approchait de lui d'une manière dont il s'attendait pas en fait. Et puis un soir, il m'explique qu'il n'est pas seul dans cette enquête, qu'il y a une fille qui l'aide. Alors au début, moi j'imagine une amie, une voisine, une personne du coin, mais un soir, il m'écrit « Elle n'est pas comme nous,
et elle est venue me voir. Là, clairement, l'histoire bascule. Il va détailler, pas comme quelqu'un qui invente, plutôt comme quelqu'un qui a encore du mal à croire à ce qu'il dit. Il parle d'une présence féminine, fine et silencieuse. Elle a un nom et elle est avec lui depuis plusieurs mois. Et dans sa façon de me raconter tout ça, il y a une sincérité désarmante, le genre qui rend impossible de juger. En fait, j'écoute, tout simplement. Et puis un soir, de façon précipitée, il m'écrit en direct et il me dit « il faut qu'on discute, c'est trop important ». Alors j'accepte. J'attends son message, son appel, quelque chose. Rien. Plus de réponse, plus de vidéo, plus un seul mot. Et son silence, il dure plusieurs jours. Et puis son compte disparaît. Il n'y a plus de messages, il n'y a plus de présence, il n'y a plus de traces. Comme si tout ce qu'il m'avait partagé s'était débranché d'un coup. Alors moi je me dis qu'il a voulu se protéger, s'isoler, faire une pause. Un peu plus tard, en fait assez récemment, son compte est réapparu quelques heures. Juste une présence numérique, brièvement rallumée, comme un clignotement. Et puis tout s'est effacé à nouveau. Définitivement. Moi j'ai jamais su ce qui s'était vraiment passé, mais j'ai eu aucune explication, aucun retour. En fait, j'avoue que cette série d'échanges, elle m'a vraiment laissé perplexe. Je précise que bien que nous ayons échangé en message privé, la personne concernée postait aussi ses vidéos sur Internet. J'étais donc pas la seule à recevoir les informations. Et c'est vrai que quand quelqu'un est si profondément dans son histoire, il est difficile pour nous qui recevons ces témoignages de sauter dedans sans précaution. Moi, j'ai été un peu aspirée dans ce récit avec une sorte de sentiment d'urgence en ne cessant me dire que ça ressemblait à un film et en même temps que l'angoisse que j'entendais dans sa voix, dans les vidéos, elle n'était pas feinte. Alors, illusion ou véritable rencontre? Bah aujourd'hui, j'en sais rien. Le témoin raconte qu'on est en février 2014. Une nuit froide, silencieuse, rien de particulier. Il est 3h47 du matin. Alors ne dormant pas encore, il sort sur son balcon et comme souvent, il regarde le ciel. Ce soir-là, il y a des étoiles filantes qui traversent l'obscurité. C'est joli, c'est inattendu, mais il n'y a rien de mystérieux. Et puis en un instant, la banalité se déchire. Sans prévenir, un objet rond, parfaitement sphérique, surgit dans son champ de vision. Alors, c'est pas une étoile filante, c'est pas un avion, c'est pas un drone, quelque chose de jaune, orangé, vibrant, presque organique. Et surtout à une vitesse telle qu'il est impossible de le décrire autrement que non humaine. L'objet arrive droit sur sa position, à une trajectoire nette et contrôlée. Puis d'un seul coup, il s'arrête, net, suspendu au-dessus du toit de la maison de ses voisins, à 25 mètres à peine de lui. Le témoin dit qu'il a été saisi par une peur pure, profonde, panique, quelque chose qui l'a tétanisé. Il s'est caché derrière le mur de son balcon pour reprendre son souffle, et il dit qu'il tremblait. Et quand il trouve enfin le courage de relever la tête, l'objet n'est plus au-dessus de la maison. Il a changé de position. Pas lentement, pas en glissant, il est ailleurs. Et maintenant, il flotte au-dessus d'un lampadaire sur la droite de la maison. Même taille, même couleur, même silence absolu. Le témoin comprend alors qu'il n'est pas en train d'assister à un phénomène lumineux, mais à un objet qui se déplace volontairement, intelligemment. Et puis, sans transition, il part d'un coup, suivant la ligne électrique, comme s'il remontait un couloir invisible tracé dans la nuit. Et c'est là que le témoignage devient fascinant. Au pied du lampadaire, au-dessus duquel l'objet s'est arrêté, il y avait une petite plante. Un truc insignifiant, une sorte de mauvaise herbe, vous savez, un arbrisseau à peine formé. Et après cette nuit-là, il a commencé à pousser très vite, anormalement vite. Le témoin précise que sa croissance était tellement rapide, tellement disproportionnée, que les services municipaux ont fini par le couper, car il étouffait littéralement la lumière du lampadaire. Et pourtant, son tronc était mince, trop mince, pour expliquer une montée en hauteur aussi spectaculaire. Et pour lui, pour le témoin, il s'agit clairement d'une mutation, d'un phénomène anormal. Quelque chose que l'objet aurait provoqué, une sorte d'effet secondaire en fait. Et à la fin de son message, le témoin écrit une phrase forte,
je jure sur la tête de mes 2 enfants que je mens pas. Et il ajoute qu'il regrette encore aujourd'hui de ne pas avoir fait une déposition à la gendarmerie. Parce qu'en fait, cette nuit de 2014 l'a marqué pour toujours. Parce qu'il sait que ce qu'il a vu n'était pas normal et que c'était pas explicable et que potentiellement c'était pas terrestre. Et de fait, l'étrange croissance de cette plante, juste après, vient sceller l'histoire d'un détail physique qu'on peut pas balayer d'un revers de main. Alors ça, c'est un témoignage très rare. Un de ceux où un phénomène ovni laisse une trace tangible ici sur Terre. Ce genre de témoignage qu'on attend tous et qui nous fait dire non, c'était pas une hallucination, comme on cherche dans le sol les traces d'un atterrissage. Je vous avoue que j'ai été très étonnée du nombre de témoignages ovni que j'ai reçus sur la chaîne. Je vous en remercie tous d'ailleurs. Quasiment toutes les personnes qui ont témoigné m'ont assuré que oui, ça leur était vraiment arrivé et m'ont expliqué n'avoir aucun, selon leurs termes, intérêt à se faire remarquer en le racontant à longueur de temps. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui laisser une porte ouverte pour laisser passer vos voix. Un moment où vous avez la parole sur cette chaîne, où justement on essaye de comprendre les limites du réel. Parfois, les témoignages les plus étonnants ne parlent pas d'apparitions ni de lumière dans le ciel, mais de ces petites fissures dans le réel, ces moments où quelque chose semble se glisser dans notre vie sans bruit, sans flash, juste avec une évidence étrange. Ce témoignage remonte à 25 ans, et pourtant la personne me dit s'en souvenir parfaitement, comme si ça s'était passé hier. Elle raconte qu'à l'époque, elle avait une vie d'enfant tout à fait normale. Chaque été, elle partait chez ses grands-parents. Et l'un des rituels les plus sacrés, c'était celui du rapido. Après les courses, son grand-père les emmenait, elle et son petit frère, au bar du village. Et vous savez, le rapido, c'est un jeu qu'on achète où on peut gagner de l'argent. Et ça, c'est une scène qui n'a rien d'anormal, c'est très français en fait finalement, c'est simple et presque tendre. Sauf que cet été-là, quelque chose déraille. Le jour même où elle arrive chez ses grands-parents, elle ressent une voix intérieure. Pas une hallucination, pas une phrase claire, plutôt une sorte de certitude. Surgit donc de ses os, tu ne le sais pas encore, mais tu vas gagner beaucoup d'argent de poche, et quand ça arrivera, tu repenseras à cet instant. Alors elle reste figée, c'est pas le genre de pensée dont elle a l'habitude, mais c'est là, fort et indiscutable. Et quelques jours passent. Un soir, comme on est en juillet, et vous savez que c'est la période, elle voit une étoile filante. Et sans réfléchir, elle fait un vœu très précis. Je veux gagner 1500 francs au rapido demain. Pourquoi 1500 ? Elle n'en sait rien, mais elle le sent. Comme si la somme ne venait pas d'elle, mais d'ailleurs. Et ce qui rend l'histoire encore plus étrange, c'est qu'elle commence immédiatement à faire une liste de tout ce qu'elle va acheter à Paris cet été-là, comme si c'était déjà acté, déjà arrivé, déjà vrai. Et elle dit elle-même, j'ai jamais refait ça, jamais, mais cette fois, j'étais certaine. Et le lendemain, retour au bar, retour au rituel. Elle joue, la grille s'imprime, et soudain, les numéros sortent. 4 sur 5, plus le complémentaire. Pour 5 francs de mise, elle gagne 1500 francs. Exactement la somme qu'elle avait visualisée. Et elle raconte qu'elle était tellement sous le choc qu'elle a crié dans le bar « C'est l'étoile filante !» Ce jour-là, elle a vécu ce qui pour un enfant ressemble à devenir riche. Elle a fait son shopping, elle a profité. C'était un vrai moment lumineux pour elle. Mais avec les années, elle reste avec 2 questions qui n'ont jamais trouvé de réponse. Est-ce que c'est arrivé parce qu'elle l'a quelque part demandé ou est-ce qu'elle l'a demandé parce qu'elle le savait déjà? Et elle dit on m'a demandé pourquoi j'ai pas demandé plus. Eh ben, en fait, j'en sais rien. Cette somme, je la connaissais. C'était cette somme-là et pas une autre. Alors moi j'aime particulièrement ce témoignage parce que je crois qu'on peut tous s'y reconnaître d'une façon ou d'une autre. Je suis sûre qu'il vous est arrivé à vous aussi ce genre d'événement qui semble défier la raison et qu'on accepte comme faisant partie de notre parcours de vie, comme une sorte de touche de magie dans notre existence. Et puis je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça arrive particulièrement au moment de l'enfance.
comme si à ce moment de notre vie, tout était possible, comme si notre esprit était plus ouvert à l'étrange et que cette conviction ouvrait des portes dans la réalité. En fait, lorsqu'on devient adulte, il me semble que les témoignages sont plus passifs. On n'a pas nous-mêmes débloqué quelque chose, mais on en a été témoin et on essaie de comprendre. Alors moi, cette idée elle me marque particulièrement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le même ressenti. Ce témoignage, c'est pas une apparition ni une lumière étrange dans la nuit, c'est un message long, réfléchi, d'un abonné qui a passé la journée à regarder les vidéos et qui me parle non pas de ce qu'il a vu, mais de ce qu'il comprend. C'est un profil rare, passionné, technique, avec une grande curiosité pour le passé, les mythes et les civilisations perdues. Et d'ailleurs, il commence par dire qu'il adore la chaîne parce qu'elle ouvre des portes plutôt que d'enfermer, parce qu'on n'y balaie pas d'un revers de main ce qui gêne, parce qu'on peut s'autoriser à imaginer, à combiner, à penser au-delà du rationnel, et ça c'est son terrain, penser large, connecter, questionner. Dans ce message, il me parle de Nazca, un sujet qui l'intéresse depuis sa jeunesse. Il explique qu'à Nazca comme ailleurs, on observe des sortes de couches historiques. Et sa réflexion, c'est la possibilité qu'il y ait eu plusieurs civilisations successives qui auraient pu travailler au même endroit, mais avec des techniques radicalement différentes. Pour lui, Nazca raconte plusieurs histoires, pas une seule. Et son message prend racine dans le réel, à un moment particulier de sa vie. Il explique qu'il travaillait dans l'aviation en tant que soudeur spécialisé et concepteur structurel. Et qu'un jour, il s'est retrouvé à travailler sur une base militaire où les hangars portent des noms comme Tigers, Eagle, Viper, avec des emblèmes, des blasons et des factions. Et le soir même, dans son hôtel, un flash lui traverse l'esprit. Il repense à cette grande piste taillée au sommet d'une montagne à Nazca, cette montagne dont la cime a été comme découpée, nivelée, aplatie. Et juste à côté, il y a un géoglyphe. Et là, une question lui vient. Et si ces géoglyphes étaient des emblèmes, comme ceux qu'on a peints sur les hangars militaires? Un moyen d'identifier des groupes, des clans, des factions. Mais vu d'en haut par des engins capables de voler. Il imagine alors que cela puisse être des emplacements stratégiques, des symboles visibles du ciel, des pistes sommaires avec en quelque sorte des points d'entrée. Et en fait ça fait sens pour lui techniquement. Il rappelle ensuite un fait historique réel. Lors de la Seconde Guerre mondiale, certains peuples isolés ont vu des avions atterrir sur leurs îles et ont pris ces soldats pour des dieux. Quand les avions sont repartis, ils ont construit des répliques en bois, des fausses pistes, des maquettes d'avions, en espérant leur retour. Et c'est ce qu'on appelle les cargo-cultes, les cultes cargo. Et c'est alors qu'ils se demandent, et si Nazca avait connu plusieurs phases? D'abord une époque très ancienne, avec des technologies avancées, puis une époque plus tardive, où des peuples ont reproduit ce qu'ils avaient vu, puis encore une autre époque, où on a ajouté d'autres lignes moins précises, comme des tentatives d'imitation. Et pour lui, il est possible que notre passé ait été effacé, réécrit, oublié et surtout fragmenté. Il dit que Nazca n'a peut-être jamais été une seule culture, mais que la zone a pu traverser plusieurs millénaires d'occupations différentes. Alors c'est pas une affirmation, c'est juste une possibilité, c'est une hypothèse, une façon de garder l'esprit ouvert. Et cette idée, elle est d'ailleurs de plus en plus proposée dans les documentaires amateurs. Enfin moi je dis amateurs, vous savez, les gens comme vous et moi qui réfléchissent et produisent des vidéos pour tous ici sur YouTube. Et cette idée, c'est qu'il y aurait eu en fait des réutilisations de sites historiques qui brouillent les lignes de leur construction. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ce dernier témoignage me vient d'un marin, quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie sur l'eau. Alors dès le début, il place le contexte, Porto Rico, le lac Titicaca, les OSNI, et tout ce qui touche aux océans, aux profondeurs, aux zones de rupture entre terre, air et mer, ça lui parle. Il le dit clairement, on connaît mieux la surface de Mars que le fond de nos océans. Et pour lui, l'étrange, le non identifié, c'est pas une théorie, c'est un souvenir.
lors de ces années en mer. Ils racontent qu'ils ont vu, à plusieurs reprises, des choses sous l'eau qui n'avaient rien à y faire. Des choses rapides, silencieuses, contrôlées, capables de mouvements impossibles et surtout sans signature identifiable. Et ces objets ne ressemblaient à rien de connu. Et à chaque fois, les équipes ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Jamais. Ils parlent de ces rencontres comme une évidence. Il se passe des choses sous l'eau, j'en suis convaincue. Là, on n'est pas dans l'emphase, on n'est pas dans le sensationnalisme, c'est juste un constat tranquille d'un homme qui a beaucoup navigué. Et puis son témoignage prend une tournure beaucoup plus globale, parce qu'en fait, il dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Depuis 1945, le monde regorgeait d'observations d'ovnis et d'osnis jusqu'aux années 80. Et puis soudain, silence, plus rien, ou presque. Lorsque la presse évoque quelque chose, ça prête immédiatement à sourire. C'était un bout de fusée, c'était une météorite, c'était un reflet. Mais lui n'oublie pas un détail. Un jour, en mer, un gradé répond par radio, après l'observation d'un objet traversant le ciel, « Ok, un bout de fusée, vous m'expliquerez comment un bout de fusée qui tombe peut virer à 90 degrés sur bâbord sans changer de vitesse. » Alors c'est drôle, mais c'est aussi un rappel. Les marins, ils en voient des choses. Et ils savent reconnaître ce qui n'est pas normal. Il me confie alors sa conviction personnelle. Pour lui, ce silence n'est pas naturel. Il est en quelque sorte commandé. Il pense que depuis quelques années, les autorités recommencent à laisser filtrer certaines informations volontairement. Et il le dit d'ailleurs, le meilleur moyen de cacher quelque chose, c'est de le montrer au grand jour. Alors c'est une phrase qui pourrait sortir d'un roman, mais elle résume parfaitement la dynamique de nombreux dossiers liés aux phénomènes aériens et sous-marins. Une alternance entre révélation, distraction et invisibilité. Un témoignage qui n'est pas spectaculaire par une seule image, mais en fait par toute une vie de navigation remplie d'observations étranges, de silences, de demi-aveux et de mystères engloutis. Et ce témoignage, il est vraiment représentatif de vos histoires. Oui, il y a des événements qui défient l'entendement. Et oui, il y a des tabous, des morceaux effacés, quelque chose qui fait qu'on ne peut pas en parler. Que ce soit la honte, le secret professionnel, la peur d'être taxé de menteur, d'affabulateur. Moi, je sais combien il peut être difficile d'en parler. Ici, sur cette chaîne, je fais preuve d'autant d'ouverture d'esprit que possible. Alors, une ouverture pour vos récits, une ouverture vers les explications scientifiques, quand je peux la faire, une ouverture aussi vers ces récits transversaux qui créent nos mythologies communes, nos histoires, nos légendes, nos croyances. Et cet espace, c'est le mien, mais c'est aussi le vôtre. Un grand merci à vous tous pour votre confiance. Voilà, j'espère que cet épisode dédié à vos histoires vous aura plu. Moi, ça me passionne d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me laisser encore des choses en commentaire. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages par mail. Tout est précisé dans l'entête de la chaîne. Je vais vous laisser ici et là, comme d'habitude, des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. D'ici à la prochaine, portez-vous bien. Et moi, je vous dis ciao!